Bienvenue à toutes et à tous dans les Docs d'ATV. Au fil des émissions, nous recevrons auteurs et réalisateurs qui viendront s'asseoir ici, nous parler de leurs regards, leurs choix, mais surtout de leurs aventures. C'est parti, prenez place. On commence maintenant avec Jean-Sébastien France. Bonjour Ryan. Comment ça va ? Ça va, très bien. Content et ravi d'être là pour cette première. Parlez-nous un peu de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors là, on va vous présenter un document qui s'appelle « Épaves et requins à Saint-Martin ». En fait, l'idée est venue déjà depuis 2017, où je suis donc le président d'une association qui s'appelle l'ARFPAM, l'association de recherche et de valorisation du patrimoine sous-marin de la Martinique. Donc notre job depuis 2017, en fait, c'est de faire des expositions d'objets qui ont été découverts à la Martinique, depuis plus de 30 ans parfois, donc des objets qui ont été découverts sous la mer par des archéologues, mais aussi des touristes, des gens comme nous, qui vont remonter des objets à l'époque, puisque maintenant c'est interdit, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ces objets, en tout cas, ils ont été remontés. Comme j'ai la chance d'être inventeur d'un site archéologique que j'ai découvert en mer en 91 déjà, je me suis intéressé aux objets que j'avais découverts et je me suis aperçu que quand je suis revenu ici en Martinique, ces objets qui sont à la direction des affaires culturelles ne bougeaient quasiment jamais, ils n'étaient jamais exposés. Donc de ce fait, j'ai eu l'idée de créer cette association pour pouvoir sortir ces objets qui appartiennent à l'État en fait. Il faut des autorisations spéciales. Et ces objets, on les expose tous les ans pour les journées européennes du patrimoine par exemple, ou pour les journées de l'archéologie. Voilà. Et justement, ces objets, vous nous les montrez dans un documentaire de 26 minutes tourné à Saint-Martin. Est-ce qu'on peut en parler très brièvement ? Alors, on ne montre pas les objets, c'était juste pour vous indiquer d'où est venue l'idée de faire ce reportage à Saint-Martin et non pas en Martinique. En fait, on s'est aperçu qu'autour des épaves sous-marines, il y avait une biodiversité formidable, que ce soit en Martinique, mais aussi à Saint-Martin. Et cerise sur le gâteau, à Saint-Martin, il y a des requins. Donc ça, c'est pour attirer les clients, on va dire. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion de partir à Saint-Martin pour faire des images d'épaves sous-marines et de biodiversité marine, puisqu'il faut savoir que c'est la seconde vie des bateaux, en fait. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a un lien culturel entre ces épaves, humaines, entre guillemets, et la biodiversité marine qui vient se fixer sur ces épaves métalliques. Voilà, donc tout ce qui est coraux, gorgones, anémones de mer, invertébrés vont se fixer sur l'épave, en fait, et ça va devenir une véritable oasis sous-marine. Et ce sera la deuxième vie de ces bateaux construits par l'homme, en fait. On le sent, il y a une volonté de nous expliquer un peu tout ça, tous ces détails. Il y a aussi un lien, peut-être, avec une fibre journalistique, je me trompe ? Ah oui, oui, ça remonte déjà quand j'étais jeune. Oui, j'ai effectivement été journaliste radio, mais j'ai toujours aimé la télé, faire des montages vidéo. On en a fait pour l'association, pour l'ARFPAM en fait, qu'on met sur YouTube. Et donc ça m'a appris comme ça un petit peu de vouloir faire un montage avec les plongées qu'on faisait à Saint-Martin. Et comme avec mes camarades de jeu, Jacques-Yves Imbert et Tony Stripoli, on a réalisé de belles images. On s'est dit que ce serait dommage de ne pas en faire profiter en fait, le grand public et de montrer en fait, cette relation entre les épaves sous-marines et la biodiversité. Justement, on va le voir dans ce documentaire, il y a de très belles images. On va rentrer dans cet univers. Qu'est-ce qu'on va voir, en fait, tout simplement, pendant ces 26 minutes ? Alors, on va raconter l'histoire de certaines épaves qu'on trouve du côté hollandais de l'île de Saint-Martin. On va expliquer un petit peu le parcours de ces épaves, dans quelles conditions elles ont naufragé, pourquoi, comment, et les dates. On va partir d'une épave qui est le HMS Prosélite, qui était une épave du début du 19e siècle, et on va arriver jusqu'à des épaves qui ont coulé suite à des ouragans comme Louis ou Irma. Voilà. Donc on va parler de ces épaves, mais après on va laisser libre cours à l'imagination et à la sensibilité du téléspectateur, puisqu'on va avoir des images de ces épaves, alors parfois avec de la musique, ou parfois sans musique. On va nous entendre respirer, on va entendre les ordinateurs de plongée qui ne sont pas contents parce qu'on fait des bêtises, par exemple. Mais c'est pour vous mettre, en fait, c'est pour mettre le téléspectateur en immersion avec nous et qu'on l'emmène avec nous au fond de la mer dans ces épaves. Donc il y aura des épaves, il y aura la vie sous-marine qu'on va pouvoir voir. Et les requins. Justement, une vie sous-marine peut-être même un peu dangereuse ?
Alors, dangereuse, oui et non. À chaque fois qu'on plonge dans une épave, vous allez voir, on rentre dans certaines épaves, il faut faire attention de ne pas accrocher le matériel. Il faut être à deux. Hein, s'il y en a un qui a un souci, l'autre vient l'aider. Donc ça, c'est des règles de base de sécurité pour les plongeurs qui rentrent dans les épaves. Et ensuite, en ce qui concerne les requins, on n'a pas plongé avec les requins les plus dangereux sur la planète, d'accord. Donc là, on va voir des requins nourrices qu'on rencontre parfois même à la Martinique, ici, d'accord, qui sont quasiment inoffensifs pour l'homme, et des requins caraïbes de récif, d'accord, qui sont aussi quasiment inoffensifs pour l'homme, sauf que quand même, ça reste des animaux sauvages. Donc, il ne faut pas non plus essayer On regarde avec les yeux, en fait. Hein, voilà, on ne va pas commencer à essayer de les toucher. Justement, on touche avec les yeux, pardon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous avez eu peur, peut-être à certains moments? Non, j'ai pas eu peur. Après, je comprends que les gens se posent toujours la même question, mais t'as pas eu peur parce qu'en fait, le requin fait appel à une peur un peu primale. C'est ancré dans la psychologie des êtres humains parce que on sait que c'est un prédateur redoutable, dangereux pour certains, et en plus, il vit dans un monde inconnu pour une grande majorité des gens en pleine mer. Voilà. Donc ça allie ces deux dangers, ça nous met en alerte à chaque fois. Pour contrer cette peur primale, eh bien, il faut connaître les choses. Tout simplement, il faut étudier leur comportement, il faut savoir dans quelles conditions, si on les rencontre, comment on doit réagir. Ne pas paniquer, par exemple, ne pas commencer à remonter en faisant des grands mouvements. Il faut rester calme, il faut regarder le requin dans les yeux. D'ailleurs, Tadzio, dans le reportage, Tadzio, qui est un spécialiste de requins à Saint-Martin, nous l'explique très très bien, parce que lui, il rencontre des gros requins comme des requins tigres qui sont un peu plus dangereux que les requins que nous, on a vus, en fait. Voilà. Ça vous a pris combien de temps, moi j'aimerais savoir, de tourner ce documentaire de 26 minutes aussi? On est resté 8 jours sur place, voilà. Et on a été à 3 à filmer sous la mer. Voilà. Donc 8 jours de tournage 8 intensif. 8 jours de tournage, quasiment avec 2 plongées par jour. Voilà, 2 plongées le matin sur différents sites. On était avec un club qui est habitué à emmener des plongeurs sur les sites à épave où il y a des requins. Voilà. Il faut savoir qu'à Saint-Martin, par rapport à la Martinique, où c'est très très rare de voir un requin à la Martinique, il y en a forcément, hein, mais au large, proche des côtes, c'est très très rare. Il y a peut-être un ou deux requins marteaux du côté du Diamant et quelques requins nourrices qu'on a vus du côté du Prêcheur, mais c'est tout. Après, le requin, comme on l'imagine, costaud, requin tigre, etc., ou requin blanc, j'en ai jamais vu à la Martinique. Hein, et je plonge depuis 1989 déjà, hein, ici, donc bon, ça fait un moment. Et donc, ces requins, il nous l'explique très bien, Tadzio, la manière dont il faut réagir quand, effectivement, vous avez une gueule de 1 mètre qui arrive sur vous. Bon, il ne faut pas commencer à lever les bras, faire carnaval, quoi, d'accord? Bon, c'est tout. Justement, on va regarder cet amour pour la mer et tout ce qu'il y a dedans dans ce documentaire Épave et requins sur ATV. Dans les profondeurs de la mer des Caraïbes, comme dans les profondeurs de notre imaginaire, que serait une épave de bateau sans l'ombre inquiétante d'un requin en maraude? Étonnamment, cette image serait beaucoup moins romantique et peu fidèle à nos rêveries d'aventures sous-marines.
Je m'appelle Jean-Sébastien France et je suis le président fondateur de l'ARFPAM, l'association de recherche et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique. L'ARFPAM a été créée en 2017 pour répondre à la nécessité de protéger, d'étudier et de mettre en valeur les nombreux vestiges maritimes, parfois oubliés, découverts dans les eaux martiniquaises. L'association organise régulièrement des expositions, des conférences pour scolaires et des événements culturels pour sensibiliser le public à l'histoire maritime de cette île. Mais depuis quelque temps, nous valorisons aussi le riche patrimoine sous-marin des différentes îles de la Caraïbe. Dans ce documentaire, accompagné de Jacques Wimbert, de Tony Stripoli et de quelques requins, nous allons vous faire découvrir certaines épaves de l'île de Saint-Martin, épaves qui sont un véritable trésor pour les amateurs de plongée sous-marine, les amoureux de la biodiversité et les passionnés d'histoire maritime. Bienvenue sur l'île de Saint-Martin, petite île nichée au nord de l'arc des Petites Antilles. Entre océan Atlantique et mer des Caraïbes, nous allons découvrir cette île sur terre, mais aussi sur mer et au fond de la mer. Bercée par les alizés et entourée par les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, l'île de Saint-Martin déploie ses paysages contrastés et son histoire singulière. D'une superficie d'à peine 93 km², elle détient un record mondial, celui de la plus petite île habitée partagée entre deux nations. Au nord, la partie française, au sud, la partie néerlandaise. Le traité de Concordia, signé au Mont des Accords en 1648, officialise ce partage encore en vigueur aujourd'hui. Saint-Martin fut découverte par Christophe Colomb en 1493. Par la suite, cette île sera longuement disputée, du XVIIe jusqu'au début du XIXe siècle, par les grandes puissances européennes de l'époque. Aujourd'hui, Saint-Martin est un joyau touristique. Cocotiers, eau turquoise et plages de sable blanc, villages colorés et cuisine créole, shopping et hôtels de luxe, activités nautiques et fonds sous-marins merveilleux, le tout avec un certain sens de la fête, l'île attire chaque année des milliers de voyageurs du monde entier. Mais au-delà des cartes postales, l'île cache aussi une autre facette plus méconnue, celle de bateaux engloutis, témoins silencieux de son passé maritime. Sous la surface des eaux cristallines, un autre monde repose en silence. Un monde fait d'encre et de canons concrétionnés, de coques rouillées éventrées, parfois perdues par accident ou abandonnées volontairement. Certaines sont les victimes d'ouragans et d'autres sont les témoins d'un riche et tumultueux passé maritime. Ces épaves sont aussi le refuge d'une faune et d'une flore sous-marine exceptionnelles. Barracuda, coraux, poissons multicolores, raies et surtout de nombreux requins partagent ces sanctuaires immergés. C'est aujourd'hui un patrimoine sous-marin unique à la frontière entre nature et mémoire humaine. Site mystérieux et parfois inquiétant, ils nourrissent l'imaginaire, fascinent les plongeurs et racontent des histoires que nous allons explorer ensemble. Perché sur une langue de terre battue par les vents, Fort Amsterdam domine Great Bay où se trouve la capitale néerlandaise, Felixbourg. Les Hollandais s'installent à partir de 1627 et érigent le Fort Amsterdam en 1631 afin de défendre cette nouvelle colonie. Du XVIIe au XIXe siècle, les plus grandes puissances de l'époque vont se livrer une lutte acharnée pour la possession de l'île. Espagnols, Hollandais, Français et Anglais, tous veulent contrôler ce bout de terre riche en sel et stratégiquement placé au carrefour de plusieurs routes commerciales. Au fil des décennies, le fort passera de main en main, marqué par les guerres, les traités et les ambitions coloniales. Et donc on va plonger sur le HMS Prosélyte qui, lui, fait partie de cette époque. C'est un bateau qui a coulé en 1801. Un ancien bateau hollandais qui, suite à une mutinerie de l'équipage, a été donné à la Royal Navy. Le Prosélyte est une frégate de 32 canons et de 200 hommes d'équipage affectés à la défense de l'île. Mais le 4 septembre 1801, la mer est mauvaise et le capitaine peu attentif. La frégate heurte les récifs de Man of Warschal au large de Fort Amsterdam. L'équipage est sauvé, mais le capitaine sera traduit en cour martiale et déchu de son rang. À travers cette épave, c'est toute l'histoire d'une île déchirée par la rivalité des empires que l'on devine. Les débris du Prosélyte se trouvent dispersés le long du récif, ancres, canons et structures ensablées témoignent de cette période par 15 mètres de fond.
Saint-Martin possède un port de croisière et de commerce important. Des bateaux du monde entier viennent y débarquer passagers et marchandises. C'est le cas du chalutier taïwanais de 36 mètres de long, le Fucheng, qui en 1995 fait escale à Simpson Bay. Mais l'ouragan Louis, avec des vents à plus de 220 km/h et des vagues de 8 mètres, va briser les chaînes d'ancre du Fucheng. À moitié immergé, celui-ci va dériver en mer, puis finira par être volontairement coulé. Le chalutier repose entre 27 et 34 mètres de fond. L'épave est inclinée côté bâbord, certaines de ses cales comme la timonerie ou la salle des machines sont encore visitables. Aujourd'hui, il symbolise aussi la résilience de l'île, des vestiges d'un cyclone, est né l'un des plus beaux sites sous-marins de la Caraïbe. L'épave du Caribe Cargo, ou RoRo, repose par 27 mètres de fond au large de Colbay. Cet imposant roulier, long de 80 mètres, était destiné au transport de véhicules entre les îles. Le navire a été endommagé une première fois par l'ouragan Louis en 1995, mais c'est finalement l'ouragan Bertha, l'année suivante, qui enverra définitivement le RoRo par le fond, après que celui-ci ait rompu ses amarres pendant la tempête. Ce n'est qu'après un an de recherche que le RoRo sera retrouvé. Le fait que l'on mette autant de temps à repérer son épave lui vaudra le surnom de fantôme des Caraïbes.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Tadzio Bevrutz. Il est hollandais, il vit à Saint-Martin et c'est surtout le spécialiste des requins ici pour toute l'aire marine protégée du côté hollandais. Il va nous expliquer un petit peu son parcours. Il est d'ailleurs l'instigateur de l'aire marine protégée qui est ici. Et surtout, il va pouvoir nous indiquer le genre de requin que nous allons découvrir ici dans les eaux turquoises de Saint-Martin. Nous avons commencé à étudier les requins à Saint-Martin en 1996. Et pour cela, nous avons reçu une aide de la Fondation La Vie Sauvage, ce qui nous a permis de débuter nos recherches. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'éduquer les pêcheurs quant à l'importance de la présence des requins et pourquoi ils sont importants dans l'écosystème marin. Et nous travaillons aussi avec les clubs de plongée qui sont les premiers à nous indiquer la présence de requins. Alors après ça, nous avons débuté beaucoup de recherches à propos des requins autour de l'île. Nous taguons les requins en leur insérant des balises satellites ou alors nous posons sur le fond des balises acoustiques. Puis nous analysons ces informations afin d'être capables de suivre les mouvements des requins et de prouver que Saint-Martin possède une bonne population de ces animaux. Lors de la première plongée de ce matin, nous avons vu un requin caraïbe de récif, déjà de bonne taille. Il est venu proche de nous, il est venu voir ce que nous faisions, puis il est reparti. Un autre que nous avons vu était tagué avec une balise que nous lui avions insérée. Cela est une part importante de nos recherches. Et puis nous avons vu un requin nourrice, et celui-ci a mangé un poisson. D'habitude, nous le voyons manger des mollusques, des langoustes ou des crabes, mais le voir activement manger un poisson, je ne l'avais jamais vu. C'était un chouette moment. Il l'a complètement aspiré. C'est pour ça qu'on les appelle requins nourrices, car ils aspirent leur proie, rappelant la succion des nourrissons chez l'être humain. Mais nous avons aussi une importante population de requins-tigres. En fait, d'après nos observations, l'espèce dominante et les requins que nous avons le plus tagués sont les requins-tigres. Mais ils sont très difficiles à observer en plongée autour de Saint-Martin. Tu es chanceux si tu en vois un. Ils sont très sensibles au son des bulles, ils n'aiment pas le bruit. Beaucoup de gens pensent que les requins-tigres sont très dangereux, mais ce sont des créatures très sensibles. Ils remarqueront les bruits et iront ailleurs. Ils sont un peu effrayants. Bien sûr, quand vous voyez arriver un animal avec une tête comme ça, qui vient droit sur vous, tu ressens un peu la peur. Mais une fois que vous avez compris son comportement, que vous gardez le contact avec ses yeux, vous pouvez même le repousser. C'est une formidable expérience, surtout dans les Caraïbes. C'est un prédateur. Quand un humain plonge dans la mer, il devient un maillon de la chaîne alimentaire. Et il n'est pas au sommet de cette chaîne alimentaire. Techniquement, nous sommes des proies. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut respecter l'animal, respecter son environnement, comprendre sa place dans l'écosystème. Ce sont eux les garants de l'équilibre des océans. Ils vont prélever des poissons malades, en mauvaise santé, et ainsi participer à ce que le récif reste sain. Ils ont un rôle vraiment important en tant que super prédateurs, afin de préserver cette pyramide de la chaîne alimentaire qui permet de maintenir l'équilibre des océans. Les requins sont un maillon très important. Et nous sommes heureux de voir des requins. Car plus tu vois de requins, plus tu vois de gros animaux, eh bien, cela veut dire que l'écosystème fonctionne correctement. Donc c'est vraiment important quand tu plonges, que tu fais des recherches sur ces écosystèmes, de voir des super prédateurs sur un récif. Cela prouve que tu as un écosystème en bonne santé qui fonctionne, car les requins sont les seuls à savoir réguler et préserver cet équilibre. C'est face à la piste de l'aéroport Princesse Juliana et de la plage de Mao Beach que le porpoise gît par 25 mètres de fond. Le porpoise est un remorqueur diesel de la Seconde Guerre mondiale, construit par l'US Navy en 1942, long de 35 mètres et doté d'une coque en acier. En septembre 1995, l'ouragan Louis endommage gravement le remorqueur, alors à quai. Mais ce n'est qu'en 2003 que le porpoise sera coulé pour devenir un récif artificiel. Il offre aujourd'hui une plongée accessible et spectaculaire, avec une vie marine foisonnante et une ambiance unique. Requins de récif et raies pastenagues sont des habitués du site. Un parfait mariage entre activités touristiques, patrimoine maritime et écosystème marin.
Prenons maintenant la direction de l'épave du Grégory, une robuste barge de 33 mètres de long, coulée volontairement au sud de la baie Longue. En 1993, la barge est dépolluée, on retire l'huile et matériaux flottants, puis on la remorque au large. La manœuvre se passe comme prévu, excepté au dernier moment où la houle fera chavirer la barge. Le Grégory repose donc à l'envers par 15 mètres de profondeur. Ce matin, nous allons plonger sur le Jab Jabs, qui est une ancienne goélette en acier de 26 mètres de long, transformée en 2014 en bar flottant à succès, réputé pour ses cocktails comme pour son ambiance. Coulé par l'ouragan Irma en 2017, le bateau est renfloué 3 mois plus tard. Il est dépollué, nettoyé et préparé pour devenir un récif artificiel. Le bateau est remorqué puis sabordé en plein cœur de la réserve naturelle, à 2 km au large de Simpson Bay par 15 mètres de profondeur. Les récifs artificiels ont plusieurs objectifs. Écologiques, ils permettent de redonner un habitat solide, indispensable à la fixation de la vie corallienne. Économiques, ils diversifient l'offre touristique et amortissent la gestion des déchets maritimes. Et enfin, sociétal, avec la création d'un espace d'éducation et de recherche pour les générations futures.
Et après s'être plongé dans ce documentaire de 26 minutes, on revient avec son réalisateur. Moi, j'aimerais savoir quels sont les secrets du tournage, au final. Alors, il n'y a pas énormément de secrets, en fait, hein. On a été un peu au feeling. On était donc 3 à filmer. Et comme je disais tout à l'heure, on trouvait qu'on avait des belles images et qu'on avait envie de faire partager tout ça au grand public. C'est comme ça que je vous ai contacté, en fait, hein, voilà, parce que j'aime bien la télé. Je trouve que c'est une chaîne sympathique. Et je trouvais que ça pouvait faire un reportage de 26 minutes, hein, parce que ce sont les formats qui sont presque imposés, hein, par la télé, 26 minutes ou 52 minutes. On a pris 26 minutes parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de reportage. Et en fait, les secrets, c'est l'œil sous l'eau, le regard, qu'est-ce qui nous fait peur, entre guillemets, qu'est-ce qui nous attire, des choses comme ça, tout simplement. Est-ce que vous avez vu ça comme une aventure aussi, peut-être? Oui, quand même, hein. Oui. Moi, c'était la première fois que je plongeais avec des requins, vraiment en réel. Pour revenir là-dessus, alors la première plongée, oui, on a un peu d'appréhension, on sait qu'on va plonger avec des requins, d'autant plus qu'on sait qu'il y a aussi parfois des requins-tigres du côté de Saint-Martin. Ils sont excessivement rares, mais il y en a, hein, Tadieu nous l'a dit, hein, il y a une population de requins-tigres qui est assez importante au large de Saint-Martin, mais on peut toujours en voir. Et d'ailleurs, à un moment donné, Tadieu nous a dit, on va sur un site où il y en a. Et on n'a pas du tout eu peur, en fait, parce qu'on est préparé, le cerveau est préparé à aller voir des requins, et on sait comment il faut réagir. Ouais. On l'a vu, vous avez vu des requins, mais vous avez fait d'autres choses qui peuvent être considérées comme dangereuses, comme rentrer à l'intérieur des épaves. Comment vous vous sentiez à l'intérieur, en fait? Relativement bien, en fait. Je vous dis, il faut juste faire attention de ne pas s'accrocher. Le couteau est nécessaire, en fait, quand on rentre dans des épaves, le couteau qu'on met à nos mollets, pour pouvoir justement, si on s'en mêle quelque part, ou dans un filet de pêche, parfois il y a des filets de pêche sur les épaves aussi, il faut faire attention à ça, pas de s'en mêler les pinceaux, et surtout plonger à deux. À partir du moment où on est à deux, que les deux s'en mêlent en même temps, c'est relativement rare, quoi. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça et pas se blesser, surtout qu'il y a des requins, évidemment. Voilà. Il n'y a jamais eu de mauvaise rencontre? Non. Il n'y a que des bonnes rencontres sous la mer, en fait, hein. Les rencontres difficiles avec les requins ou les accidents, c'est extrêmement rare dans le monde, hein. On va dire, c'est entre 8 et 10 morts par an dans le monde pour une petite centaine d'attaques non mortelles. Alors, je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis pas archéologue non plus, moi je suis un amateur, mais c'est à force d'étudier justement et de regarder qu'on apprend ceci. Donc c'est excessivement rare les rencontres difficiles avec les requins, en fait. On l'a aussi dit en début d'émission, vous êtes aussi le président de l'association ARFPAM. J'aimerais revenir dessus. Qu'est-ce que c'est que cette association? Quels sont les objectifs concrets? Alors, les objectifs, c'est de sensibiliser et de valoriser le patrimoine archéologique sous-marin au départ de la Martinique. Voilà. Parce qu'il y a des centaines d'objets qui ont été découverts depuis plus de 40 ans sous la mer par des archéologues, des touristes, des gens comme nous, qui à l'époque, on pouvait remonter des objets. Maintenant, c'est interdit, hein. Si vous voyez un objet sous la mer, vous ne devez pas y toucher, vous devez déclarer dans les 48 heures aux affaires maritimes ce que vous avez vu et découvert à quel endroit. Donc voilà, avis à la population, dès que vous trouvez un objet historiquement qui a une histoire historique importante, vous devez le déclarer aux affaires maritimes et ne pas y toucher. D'accord ? Donc à l'époque, on pouvait remonter des objets, avant la loi de 89, et ces objets à la Martinique sont à la direction des affaires culturelles, route de Didier. Et quand moi j'ai voulu retrouver les objets que j'avais découverts, on m'a envoyé à la direction des affaires culturelles, et là je me suis rendu compte, vous savez, un peu comme à la fin du premier Indiana Jones, il voit des caisses remplies dans une grande salle. Alors là, ce n'est pas des caisses en bois, mais c'est des caisses en plastique gris, et il y a des dizaines et des dizaines de caisses, et dans chaque caisse, il y a des objets sous-marins qui ont été découverts. Et des objets magnifiques, comme des pistolets, des cloches en bronze. Des objets d'histoire. Des objets qui racontent une histoire humaine et sous-marine. Donc à partir de ce moment-là, on a demandé des autorisations, nous de notre côté, on a créé l'association et on a demandé des autorisations pour pouvoir sortir ces objets de la direction des affaires culturelles, pour pouvoir les exposer chaque année,
pour les journées européennes du patrimoine ou pour les journées de l'archéologie. Justement, vous allez aussi à la rencontre de la population, avec les scolaires, par exemple. Voilà. Alors, on fait des conférences directement dans les écoles, de l'école primaire jusqu'à la terminale, en fait, jusqu'au lycée, où là, on apporte tout le matériel et on leur montre. On a 3 conférences différentes, donc sur l'archéologie sous-marine et l'histoire maritime de la Martinique, qui nous permet d'aborder les grandes dates de l'histoire de la Martinique, sur la faune et la flore sous-marine de la Martinique, toujours en relation avec ses épaves, et sur l'histoire de la montagne Pelée. Donc on s'est un petit peu émancipé, on va dire, mais par exemple pour l'histoire de la montagne Pelée, on sait très bien qu'il y a des épaves dans la rade de Saint-Pierre suite à l'éruption de 1902. Donc il y a toujours un lien avec les épaves en fait. C'est important justement de faire découvrir aussi ce monde sous-marin, peut-être que les gens ne connaissent pas vraiment bien. Mais tout à fait, c'est fondamental pour une île. C'est un patrimoine autant que quelque chose d'architectural ou qu'un tableau. Ce sont des choses qui nous entourent, qui sont là à portée de main. Il faut que les plus jeunes, en l'occurrence, pour qu'ils les protègent plus tard, le mieux est qu'ils comprennent ce que c'est. Il faut qu'ils connaissent la richesse de ce patrimoine. Une épave, c'est quelque chose qui est un patrimoine, c'est un bien culturel maritime, mais toute la faune et la flore qui est autour, c'est aussi un patrimoine. Un patrimoine qu'on peut retrouver d'ailleurs tout autour de la Martinique. Ah oui, oui, oui. Que ce soit côté Caraïbes ou côté Atlantique, c'est quand même 2 plongées différentes. Côté Atlantique, ça remue beaucoup plus. On rencontre peut-être plus de grands pélagiques, de grands animaux, mais côté Caraïbes, il y a une richesse incroyable en biodiversité marine. Beaucoup de gens voient ces épaves comme des grands objets un peu abandonnés. Au final, c'est une véritable richesse, en tout cas pour vous. Bien sûr, ce sont des oasis de vie. Une épave. Je vais prendre l'exemple de la rade de Saint-Pierre. La rade de Saint-Pierre, en fait, il y a des épaves suite à l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Et le fond de la rade de Saint-Pierre, c'est du sable. C'est beaucoup de sable. Et dès que vous allez avoir une de ces épaves qui va apparaître devant vous, vous allez avoir un foisonnement de vie parce que tous les animaux, enfin les coraux déjà, qui sont des animaux, les coraux, les gorgones, les anémones de mer vont se fixer sur la coque métallique. Là, on parle de bateaux métalliques. Ce qui va attirer les petits invertébrés, les petits poissons, et qui dit les petits poissons, les plus gros poissons, jusqu'aux requins. En fait, c'est le principe de la chaîne alimentaire, de la pyramide alimentaire. Voilà, les requins qu'on voit là dans le documentaire, en fait, sont attirés pas par l'épave, mais sont attirés par la vie que l'épave a attirée dans ses entrailles. Voilà. Justement, pourquoi pas ne pas faire un documentaire aussi en Martinique, en fait, rencontrer un peu la vie sous-marine et ces épaves qu'il y a autour de nous? Alors, un scoop, Ryan, c'est prévu. C'est prévu. Là, on Très a commencé un petit peu à l'envers, comme dans Star Wars, par l'épisode 2, on va dire. Mais il y a l'épisode 1 qui est prévu pour les épaves de la Martinique. Alors, des épaves en Martinique, en plus, il y en a pas que dans la rade de Saint-Pierre. Évidemment, on va en parler, mais il y en a tout autour de l'île, en fait. Et des épaves qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle, pas forcément que de 1902, quoi. Tu vois ? Justement, où est-ce qu'on peut en retrouver, là où on se dit qu'il n'y en a pas forcément? Tous les endroits qui sont dangereux, en fait. Si vous allez sur l'Atlantique, sur les cailles, sur les récifs, il y a des choses. On ne va pas retrouver une épave complète, surtout si c'est une épave en bois. Même si c'est une épave métallique, elle va être disloquée par la houle, les tempêtes, etc. au fil du temps. Mais vous allez retrouver, par exemple, dans notre cas, moi, quand j'ai trouvé l'épave dans le sud de la Martinique, on était parti à la chasse à la langouste, simplement, et on s'est retrouvé sur les récifs au large du Cap Ferret, et on est tombé sur un canon qui était posé sur le récif, donc 2 mètres d'eau. Tu vois. Le récif part de 0 à 12 mètres à cet endroit-là. Donc à ce moment-là, on a laissé tomber les langoustes, on a commencé à chercher autour et on a trouvé en tout une dizaine de canons, plus une ancre incroyable, une ancre de près de 4,50 m de long, posée sur le récif. Donc là, on s'est dit, effectivement, il y a eu un naufrage. C'est de là qu'est née ma passion pour l'archéologie sous-marine en 1991. Et c'est pour ça un petit peu que je suis là aussi, à cause de ça. Et donc après, il y a eu des fouilles qui ont été organisées par le groupe de recherche d'archéologie navale à l'époque, qui était en Martinique dans les années 90. Et il s'est avéré qu'ils ont trouvé le nom du bateau dans les archives, qui était en fait un bateau construit sous Napoléon en 1808 et qui avait naufragé en 1817 lors de l'ouragan de 1817. Voilà. Eh bien, merci Jean-Sébastien d'être venu vous asseoir ici, de nous parler des secrets d'épaves et requins à Saint-Martin.
Et je voulais juste rajouter quelque chose, Ryan. Je vous en prie. Connaître, c'est déjà mieux protéger. Voilà. Parfait, ce sera le mot de la fin et on se retrouve pour le prochain documentaire tourné Épisode en 1. Martinique. Ok, Ryan, avec plaisir en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis dans les Docs d'ATV. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro.